Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une notion très importante de méthodologie juridique, à savoir le syllogisme juridique. C'est très important de comprendre ce que c'est qu'un syllogisme juridique pour deux exercices en particulier. D'abord pour le cas pratique, puisque c'est la base du cas pratique, le syllogisme juridique, mais aussi et surtout pour mieux faire vos fiches d'arrêt et vos commentaires d'arrêt, puisque le syllogisme juridique est un raisonnement utilisé par le juriste qui est utilisé par la Cour de cassation, par le Conseil d'État. Et donc comprendre comment raisonnent les juges, ça vous permettra de faire de meilleures analyses. Bref, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Le syllogisme en droit, et on va le voir en 4 points. D'abord, on va voir ce que c'est, on va le présenter. Ensuite, on prendra un exemple dans un cas pratique de droit des personnes, un autre exemple dans un syllogisme, dans un arrêt de la Cour de cassation. Et ensuite, on verra rapidement quelques critiques sur le syllogisme juridique. Alors d'abord, le syllogisme juridique, comprenez pourquoi c'est important de savoir ce que c'est. Ça va vous servir à résoudre les cas pratiques sur lesquels vous allez être interrogé tout le long de vos études de droit. Et ça vous permet, deuxièmement, de mieux comprendre le raisonnement utilisé par les juges dans les arrêts rendus notamment par la Cour de cassation, mais aussi du Conseil d'État. Et donc ça vous permet de mieux les analyser, de mieux les critiquer. Donc ça vous servira pour la fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le syllogisme juridique, c'est un raisonnement, un mode de raisonnement qu'on va voir juste après, qui est utilisé par les juristes pour répondre à un problème de droit. Concrètement, pour appliquer une règle de droit à une situation de fait particulière, le juriste va utiliser ce qu'on appelle un raisonnement déductif qui va inclure un exercice de qualification. Rassurez-vous, on va prendre des exemples. L'objectif, en fait, ça va être d'arriver à une solution juridique logique à partir de deux prémices qu'on appelle la majeure et la mineure. Alors, un exemple très célèbre de syllogisme non juridique pour que vous puissiez à ce stade déjà comprendre. La majeure, donc la règle générale, si vous voulez, qui dans un syllogisme juridique sera une règle de droit, tout homme est mortel. Ça, c'est la règle. Mineure, c'est-à-dire quels sont les faits en l'espèce, quels sont les faits dont on dispose. En l'espèce, on va vous dire par exemple, Socrate est un homme. Mais ça pourrait être, j'en sais rien, Benjamin est un homme. Donc, conclusion, Socrate est mortel. Vous voyez qu'on a appliqué les faits à une règle générale pour arriver à une solution qui paraît cohérente, qui paraît logique. Donc si on prend un syllogisme, cette fois-ci juridique, en droit. Imaginons une règle de droit, qui est une règle de droit réelle. La majeure, en vertu de la summa divisio, tout ce qui n'est pas qualifié de personne est une chose. Par exemple, votre chien n'est pas une personne, donc c'est une chose. La mineure, l'embryon et le fœtus ne sont pas qualifiés de personne. J'aurais pu dire, votre chien n'est pas qualifié de personne. J'aurais pu dire, votre iPhone n'est pas qualifié de personne. Donc, la conclusion, l'embryon et le fœtus sont des choses. Donc, vous comprenez qu'il y a 3 étapes pour le syllogisme juridique. D'abord, la majeure, c'est la règle de droit générale. Donc là, concrètement, c'est toute norme juridique. Je vous renvoie à la pyramide de Kelsen, à la hiérarchie des normes pour mieux comprendre ça. Mais ça peut être une norme constitutionnelle, une norme européenne, une loi française, un décret, un contrat même, etc., etc. Même une règle jurisprudentielle, un attendu de principe. La mineure, ensuite, ça va être les faits dont vous disposez. Et ensuite, la conclusion, c'est la solution juridique qui va résulter de l'application de la règle de droit, étape 1, au fait, étape 2. Alors prenons un exemple de syllogisme dans un cas pratique de droit des personnes. Accrochez-vous, on va essayer de mieux comprendre. C'est des faits qui sont inspirés d'un arrêt qui est étudié généralement en première année de droit, en droit des personnes. Un homme souscrit un contrat d'assurance vie, donc va conclure un contrat d'assurance vie, qui prévoit que s'il décède, la compagnie d'assurance devra verser une certaine somme à son épouse. Donc concrètement, vous signez un contrat, vous payez une mensualité tous les mois ou chaque année, et si vous décédez, la compagnie d'assurance va devoir verser une somme à votre épouse. Cette somme, le contrat prévoit qu'elle va être majorée de 30% par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré. Donc concrètement, si vous devez percevoir une somme de 10 000 euros, enfin si votre femme doit percevoir une somme de 10 000 euros, et que vous avez un enfant, votre femme va percevoir une majoration de 30%, donc sur 10 000 euros, elle va percevoir 13 000 euros. Finalement, l'homme décède.
Et au moment de son décès, sa femme est enceinte simplement, mais l'enfant n'est pas encore né. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va devoir verser cette majoration des 30%? Ça, c'est le problème de droit. La veuve peut-elle demander la majoration de 30% par enfant à charge pour un enfant qui n'est pas encore né? Pour répondre à ce problème de droit, on va appliquer un syllogisme juridique. D'abord, première étape, la majeure. Il résulte de plusieurs articles du Code civil que pour bénéficier de la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable. L'embryon et le fœtus n'ont donc pas la personnalité juridique et relèvent de la catégorie juridique de choses. Là, on se demande en fait si la femme va pouvoir percevoir une majoration alors même que les enfants n'ont pas la personnalité juridique. Donc on commence à dire, c'est le principe, l'embryon et le fœtus n'ont pas la personnalité juridique. Mais par exception, c'est encore la règle de droit, l'embryon peut parfois acquérir la personnalité juridique en vertu de l'adage infans conceptus. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur l'infans conceptus si c'est pas clair, mais en fait il y a plusieurs conditions, notamment que l'enfant est considéré comme né uniquement s'il s'agit de son intérêt, et l'enfant doit naître vivant et viable par la suite. Dans la mineure, maintenant on va appliquer l'effet à cette majeure, c'est-à-dire à cette règle de droit. Au moment du décès de l'assuré, donc de l'homme, l'épouse elle était enceinte. Donc l'enfant, qui n'était pas encore né, n'avait pas la personnalité juridique et donc il ne peut pas être considéré comme un enfant à charge puisqu'il n'est pas né, il n'a pas la personnalité juridique. Donc a priori, il ne peut pas obtenir la majoration de 30%. Toutefois, en application du principe infans conceptus, il peut bénéficier de la personnalité juridique uniquement à deux conditions, s'il s'agit de son intérêt et s'il naît vivant et viable par la suite. Or, la majoration de 30% de la prime d'assurance, c'est une clause prévue dans l'intérêt de l'enfant, donc cette première condition elle est satisfaite. Deuxième condition, l'enfant est bien né vivant et viable par la suite. Donc, conclusion, la majoration de 30% doit être versée par la compagnie d'assurance à la veuve. Alors en pratique, le cas pratique pourrait être un peu plus compliqué que ça. On peut s'interroger sur la troisième condition notamment, qu'on n'a pas vue ici, mais c'est pour que vous compreniez le raisonnement. Vous voyez, on a la règle de droit avec les conditions, et on applique, à partir des faits qu'on a, c'est-à-dire la mineure, l'effet à la règle de droit pour ensuite en déduire dans la conclusion. La majoration de 30% doit être versée par la compagnie d'assurance à la veuve. Dernier exemple, un syllogisme dans un arrêt de la Cour de cassation qu'on va voir un peu plus rapidement. C'est un célèbre arrêt qui s'appelle l'arrêt Nikon, qui a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Et dans cet arrêt, vous pouvez aller le voir sur Google, la Cour de cassation utilise le syllogisme juridique. Pour que vous compreniez bien que c'est utilisé même surtout par les juges. Donc on nous dit dans cet arrêt, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. On pose le principe du respect au droit de la vie privée sur le lieu de travail. Et donc ça implique le secret des correspondances. On nous dit, c'est toujours, là c'est la majeure, c'est le principe, que l'employeur ne peut pas donc, sans violer cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition. Je ne vous lis pas tout l'attendu, mais en fait, ce que dit ici la Cour de cassation, c'est que le droit au respect de la vie privée s'applique aux salariés et que l'employeur ne va pas pouvoir lire les mails, même sur son ordinateur portable, du moment que ces mails-là sont destinés, si vous voulez, à une utilisation personnelle. Ensuite, elle énonce la mineure. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espèce? L'employeur il a pris connaissance de messages émis et reçus par le salarié en consultant son ordinateur. Alors même que le fichier qu'il a consulté, il était intitulé comme personnel. Donc l'employeur, il n'a pas respecté la règle générale énoncée au début du raisonnement qu'on vient de voir. Il a violé le droit au respect de la vie privée du salarié. Conclusion, la Cour de cassation considère, à partir de ces deux prémices, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur n'a pas respecté la règle évoquée. Donc vous voyez que ce syllogisme juridique, il vous aide même à comprendre les arrêts rendus par la Cour de cassation. Alors rapidement, ce n'est pas le plus important, simplement que vous compreniez que le syllogisme juridique, c'est un type de raisonnement qu'on a retenu et qui est utilisé en droit français, mais qui est critiquable. C'est un raisonnement qui présente certains défauts. Et notamment, le défaut qu'on lui reproche, c'est d'être plus un procédé rhétorique plutôt qu'un véritable raisonnement démonstratif. Dans bien des cas, ce type de raisonnement va conduire à une conclusion qui sera fausse, tout simplement, une conclusion erronée. Alors le faux syllogisme, la plupart du temps, je vous ai pris juste un exemple, va pouvoir permettre, dans certains cas, d'inverser le raisonnement pour
parvenir à la solution souhaitée depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer que les faits sont les suivants, mais la solution qu'on voudrait appliquer est celle-ci, donc on va choisir telle règle juridique qui va nous arranger. Prenons un exemple pour que vous compreniez. En droit de la responsabilité civile, la notion de faute permet d'engager la responsabilité d'une personne. Donc vous engagez la responsabilité d'une personne pour obtenir une indemnisation, c'est-à-dire pour obtenir de l'argent. Et pour ça, il va falloir prouver la faute de la personne qui vous a causé un dommage notamment. Et pour prouver la faute, il fallait prouver un élément objectif, c'est-à-dire dire que objectivement la personne a violé une norme ou un devoir préexistant, et un élément subjectif, c'est-à-dire qu'il fallait prouver que cette personne-là avait un discernement, c'est-à-dire qu'elle avait la conscience en fait finalement de vous avoir causé un dommage. Concrètement, en fait, si la personne qui vous a causé un dommage était un enfant, personne dépourvue de discernement ou un dément, on considérait que cet élément subjectif n'était pas rempli, n'était pas présent, et donc vous ne pouviez pas obtenir d'indemnisation. Donc ça conduisait, si vous voulez, cette définition de la faute à un résultat qui n'était pas souhaité, c'est-à-dire l'absence d'indemnisation de la victime, notamment lorsque l'auteur du dommage était une personne dépourvue de discernement, c'est-à-dire un enfant. Qu'est-ce qu'ont fait les juges? Ils ont tronqué le raisonnement. C'est-à-dire que les faits étaient les suivants. Une personne dépourvue de discernement cause un dommage. La solution qu'on voudrait appliquer est celle-ci. On souhaite pouvoir engager la responsabilité même d'une personne dépourvue de discernement. Pourquoi? Pour que la victime puisse obtenir la réparation du préjudice, puisse obtenir de l'argent si vous voulez. La norme juridique applicable est donc celle-ci, c'est-à-dire qu'on va considérer que la notion de faute, finalement, elle ne nécessite aucun élément subjectif pour être caractérisé. Seul l'élément objectif importe. Et c'est ce qu'a retenu la Cour de cassation dans un arrêt célèbre. Elle a abandonné la nécessité d'un élément subjectif dans les arrêts d'Erghini et Lemaire. Alors c'est des exemples qu'on voit rapidement, que je vous présente rapidement comme ça, mais pour vous montrer qu'on peut jouer avec ce type de raisonnement, ce syllogisme juridique, et que du coup c'est pas un raisonnement qui n'est pas critiquable et qui bien souvent va conduire à certaines solutions un peu faussées, voire incohérentes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu. Je vous assure, ça m'aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions et pour vos examens si vous en avez. Bye.